Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, libérer les otages? Vous êtes poursuivi pour apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du génocide? Vous devriez être poursuivi. Vous avez traité de palestinien de cancer, Moi je monsieur. regrette la mort de tous S'il y les avait une enfants. justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, parce que là vous êtes devant les caméras, vous êtes un scandale, vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire. Tirez des drapeaux palestiniens dans l'Assemblée, vous avez plus de limites, Ils sont vous grattez 1000 voix de plus, des bonnes 2000 voix de regardez-le. moins. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Alors il est important de préciser une chose, c'est que le règlement de l'Assemblée nationale ne précise pas justement explicitement l'interdiction de brandir un drapeau au sein de l'hémicycle. En revanche, il prévoit des sanctions contre tout député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre de l'Assemblée nationale. C'est ce qualificatif qui a été retenu par l'Assemblée. On termine, Julie, par cette image. Est-ce qu'on peut parler de concomitance des événements? Sans doute. Regardez, c'est en Italie, des députés italiens qui ont brandi cet après-midi des drapeaux palestiniens. Pas de sanctions immédiates, mais l'incident va être examiné par le bureau de la présidence. Merci beaucoup, Samy Sfaxi. Je disais, on va en parler avec Manuel Bompard de la France Insoumise et Ulysse Gosset qui nous a rejoint du service international, politique internationale de BFM TV. Bonsoir à vous, Ulysse. Sur le drapeau, déjà, est-ce que vous saluez le geste de ce député? Bien sûr, je suis fier du député Sébastien Delogu et je pense qu'en posant cet acte symbolique aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il a, je pense, fait un geste qui correspond à notre devoir devant l'humanité. Parce que l'aggravation de la situation à Rafah, les images qu'on a vues, par exemple, dans la nuit de dimanche à lundi, sont une tâche sur l'humanité. Et notre devoir, notre responsabilité, c'est de les dénoncer. Et notre devoir et notre responsabilité, c'est de compris dans l'hémicycle, c'est de faire en sorte que la France, par la voix du président de la République et des autorités politiques de ce pays, ne reste pas silencieux. Le président de la République ne peut pas se contenter, comme il l'a fait, de faire un tweet qui est à peu près le 15e depuis 6 mois, qui appelle à un cessez-le-feu et au respect du droit international. Parce que le droit international n'est pas respecté aujourd'hui. On va l'entendre d'ailleurs, Emmanuel Macron, parce qu'il est allé un petit peu plus loin encore aujourd'hui. Qu'est-ce que fait Sébastien Delogu en faisant cette action symbolique? Il alerte, il dit stop, ça suffit, maintenant il faut se bouger, il faut faire quelque chose. Et il demande qu'il y ait des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. Et il demande que la France décide, comme l'ont fait 3 pays la semaine dernière, de reconnaître l'État palestinien. Il demande qu'il y ait un embargo sur les armes. Il demande que la France sorte de cette situation qui est une situation quasi de complicité aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi cette action était nécessaire et que je la salue. Anne-Elisabeth Moutet, cette sanction, 15 jours d'exclusion, et on le disait avec Samy, le retrait de la moitié d'indemnité parlementaire pendant 2 mois, soit à peu près 7 000 €. Elle vous semble adaptée, cette sanction ? Il y a un règlement à l'Assemblée nationale, il y a une volonté évidente dans cette action de pousser et d'hystériser le débat, mais ce n'est pas une raison pour que le règlement ne soit pas respecté, d'une part, et d'autre part, ce n'est pas une bonne méthode qu'on en arrive à des scènes comme celle qu'on a vue dans l'Assemblée, et comme ça on l'a vu après, parce que naturellement ça excite les 2 parties. Et donc non, d'une part, je pense que Mme Braun-Pivet a parfaitement raison, et d'autre part, on peut parfaitement avoir des débats parlementaires sans être obligé de pousser ça volontairement à casser le rythme de l'Assemblée nationale. On ne l'a pas fait pour Mariupol, on ne l'a pas fait pour Alep en Syrie, on ne l'a pas fait pour d'autres endroits, mais ça c'est devenu un enjeu électoral. Alors c'est pas vrai, dit Emmanuel Bompard. Non, je vous donne un exemple très simple. Dans l'Assemblée nationale ? Je vous donne un exemple très simple dans l'Assemblée nationale, qui est après la décision inacceptable de la Russie d'attaquer l'Ukraine, l'ensemble des députés sont rentrés avec un badge accroché sur leur veste avec un drapeau ukrainien. Et personne, à l'époque, a dit ça posait quelques problèmes que ce soit. Sébastien Delogu n'a pas interrompu la séance. Il a brandi un drapeau palestinien. Madame, vous disiez... Et de fait, la séance a été suspendue. Madame, vous disiez il faut appliquer le règlement, c'est normal, etc. Attendez, que les gens qui nous écoutent le sachent. La seule fois où la présidente de l'Assemblée nationale, sur le champ, a décidé d'interrompre les questions au gouvernement pour dire qu'il allait y avoir une sanction, c'est quand un député du Rassemblement national a tenu des propos racistes contre un député de la France Insoumise. Il retourne en Afrique. À l'époque, le bureau de l'Assemblée nationale n'avait même pas été convoqué dans la foulée, il avait été convoqué 2 jours plus tard. Conclusion, bilan.
en Macronie, pour Madame Braun-Pivet, il est plus grave d'alerter sur les carnages qui sont en cours aujourd'hui à Rafah que de tenir des propos racistes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je vous pose la même question, Christophe Barbier. Vous trouvez ça normal, madame? Pas moi. Je suis indigné par le 2 poids 2 mesures qui est à l'œuvre par la décision de la présidente de l'Assemblée nationale. Et je pense que les gens qui nous écoutent doivent mesurer la différence entre alerter sur la situation dramatique à Gaza et tenir des propos racistes. Sanctionner trop durement ce député? Non, parce que ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. Enfin, c'est votre interprétation, c'est pas la mienne. Ça correspond très précisément à la réalité. Deux choses. Non, mais dites-moi ce qui est faux. Alors, deux choses. D'abord, sur les propos du député RN, il y avait une dispute. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Qu'il retourne au pluriel, c'est-à-dire les migrants, etc., ce qui n'était pas acceptable, ou bien qu'il retourne lui, le député LFI, qui était un élu noir, ce qui était... Voilà. Singulier au pluriel, le racisme reste du racisme. Ça méritait investigation, si j'ose dire. C'est pourquoi la sanction... Non, il n'y avait pas besoin d'investiguer, Attendez, si, il y avait besoin. Donc, ensuite, vous ne pouvez pas comparer une démarche collective de tous les députés par solidarité avec un pays, dans l'unanimité, c'est-à-dire le badge ukrainien que vous évoquiez, avec une démarche non prévue, non débattue et solitaire d'un député de brandir ce drapeau. Par ailleurs, ce député, quand il brandit ce drapeau palestinien, vous nous dites c'est pour alerter sur les massacres, vous avez raison, ce qui se passe là-bas est absolument intolérable. Mais il y a aussi un autre sens, c'est-à-dire que ce drapeau palestinien se retrouve dans l'hémicycle comme on plante des drapeaux quand on conquiert des montagnes, et donc aujourd'hui toutes les forces palestiniennes, les pacifiques, mais aussi les terroristes, peuvent dire, voyez, on a planté notre drapeau dans l'hémicycle français. Et donc, est-ce que vous ne fournissez pas à des mouvements terroristes un formidable argument pour dire regardez, notre cause progresse et le 7 octobre nous a rapporté cela. Christophe, on est quand même dans... Soyez raisonnable. Non mais c'est ce que je Soyez raisonnable. Les enfants qui prennent des bombes, qui sont brûlés. Mais c'est horrible. Les civils qui sont frappés. Bien sûr, c'est horrible, il faut que ça cesse. C'est à eux qu'on pense quand c'est horrible. Brandir le drapeau palestinien. C'est horrible, il faut que ça cesse. Non, mais vous dites ça et en même temps vous dites oui mais quand même. Non, votre geste peut être utilisé par des gens qui ont des motivations. Mais vous, ce que vous êtes en train de dire peut être utilisé par les criminels de guerre qui sont à la tête du gouvernement israélien. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale. On rappelle quand même... Ce n'est pas raisonnable. Je ne suis pas... On rappelle quand même le contexte. Et Perico Légas, je sais que vous souhaitez intervenir. On est le jour où 3 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont formellement reconnu l'État de Palestine. Mais... sans aller jusque-là, et sans aller jusqu'à cette crispation, je regrette sincèrement, c'est l'enceinte de la République, c'est votre droit de l'exprimer de cette façon, ça reste l'Assemblée nationale, et un député de la nation, il est sanctionné, il s'est exprimé, je ne partage pas cette façon de faire, mais c'est son droit. Non, je reviens sur un élément moins important, le 16 mai, le député Richard Ramos, du Loiret, député MoDem, propose de créer un groupe France-Palestine. C'est pas méchant. Et l'Assemblée l'a refusé. Là, j'ai pas compris. Alors, ça ne justifie pas peut-être les excès verbaux et le brandissement d'un drapeau palestinien. C'est pas non plus le drapeau de l'Allemagne hitlérienne. C'est le drapeau d'un peuple qui est en souffrance. Alors, il faut pas le brandir dans l'Assemblée nationale. C'est interdit. Donc, elle a fait qu'appliquer la procédure. Non, mais c'est votre droit de le faire. Les gars, s'il vous plaît. Mais là, qu'il soit sanctionné parce qu'il ne faut pas brandir un drapeau, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la nature de la sanction qui a été utilisée. Cette sanction est la plus grave possible sur l'échelle des sanctions de l'Assemblée nationale. Juste, sachez, est-ce que vous savez que dans la mandature précédente, un député macroniste à l'époque, qui s'appelait Sébastien Nadeau, avait brandi une pancarte et il avait dit la France est complice des morts au Yémen à l'époque. D'accord ? Précisément une démarche de même nature pour alerter sur une situation. Est-ce que vous savez quelle sanction avait eu monsieur Nadeau ? Est-ce que vous le savez? Personne ne le sait. Légère, un blâme, un rappel au règlement, très légère, mais exactement. Ça n'a pas le même impact dans l'opinion. Vous voyez bien, ce soir, il y a des manifestants. Si vous faites un règlement, monsieur Barbier, vous évaluez le règlement en fonction de la nature des actes du trouble à l'ordre public, en fonction de l'impact que ça va avoir à l'extérieur. Cette action, Manuel Bompard. C'est pour ça que je voulais cet exemple. Je reviens sur le comité France-Palestine, Richard Ramos, qui n'est pas un révolutionnaire, qui l'a fait, qui est dans une démarche très ancienne entre la Palestine et la France. C'est pas violent, un groupe, et c'est refusé par l'Assemblée. Là, il y a un positionnement politique du Parlement français qui est un petit peu difficile à comprendre. Voilà. Manuel Bompard, cette action-là, elle n'était pas concertée?
Non, c'est ça. Vous saviez pas, vous, que c'est ça allait son avoir lieu initiative propre, mais encore une fois, moi je la salue et j'en suis totalement solidaire. J'ai dit pourquoi, et honnêtement, plutôt que de venir reprocher à M. Delogu et d'infliger cette sanction qui est complètement disproportionnée, je pense qu'il serait quand même temps que la France nous explique pourquoi le président de la République n'est pas en capacité de faire ce que fait l'Espagne, ce que fait l'Irlande. Et ça, on va en parler, je vous le promets, notamment avec Ulysse Gosset dans un instant. Mais alors, c'est pour alerter sur ça que c'est très important, vous avez raison, mais juste avant, je voulais qu'on revoie cette séquence, parce que ça dit quelque chose aussi de la violence aussi des débats autour de ce sujet-là. Ce qui s'est passé donc dans les 4 colonnes, après qu'il a brandi ce drapeau palestinien, David Guiraud, député de la France Insoumise, interpellé par son collègue Meyer Habib. Interpellé, agressé, pendant qu'il est en train de tenir une conférence. Je vous laisse regarder, je vous laisse juger, regardez. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide libéré les otages? Vous êtes poursuivi pour apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du génocide? Vous devriez être poursuivi, vous êtes traité de cancer. Moi je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait une justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, parce que là vous êtes devant les caméras, vous êtes un scandale, vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire. Tirez des drapeaux palestiniens dans l'Assemblée, vous avez plus de limite. Ils sont grattez 1000 fois de plus. Des bonnes regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. On se parle comme ça, entre députés? Non, mais d'abord, c'est pas on se parle comme ça entre députés. David Guiraud est en train de tenir une conférence de presse. Meyer Habib arrive par derrière, l'interrompt au milieu de cette conférence de presse et commence à l'insulter. Donc c'est ça le point de départ. Et il le traite de porc. Est-ce que ça vous le condamnez? Celui qui a utilisé le premier, le champ lexical des porcs et des cochons, excusez-moi, dans cet extrait que vous êtes en train de montrer, c'est monsieur Meyer Habib. Oui, mais avec un proverbe. Non, mais d'accord, mais si vous voulez, j'ai compris que vous alliez en permanence les excuser, faites-le si vous voulez. Mais excuse pas, parce que c'est une altercation, je suis comme Jéricho. Mais attendez, quand même dire c'est un porc à quelqu'un de confession musulmane ou juive, c'est spécial. Vous lui direz, mais c'est lui le premier qui parle des cochons, c'est pas David Guiraud. Donc en l'occurrence, vous utilisez cet argument. Il prend un proverbe, pas une injure. Écoutez, franchement, je vais vous dire les choses. Ce député, monsieur Meyer Habib, parce que moi je veux bien qu'on parle de tout ce que vous voulez, cet homme a dit sur un plateau de télévision il y a quelques semaines de ça que la population palestinienne était un cancer. Cet homme a dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à l'occasion d'une question posée par un député de mon groupe de la France Insoumise, pour demander ce que la France allait faire pour arrêter les massacres à Gaza. Cet homme a dit « on va pas s'arrêter là ». Cet homme, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bizarrement, là, il n'a pas été sanctionné. Donc, il l'a répété là en disant que c'était « on va pas s'arrêter là, on va éradiquer le Hamas ». C'était son explication cet après-midi. On connaît. Cet homme est le conseiller spécial de M. Netanyahou, qui est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt demandé par le procureur de la Cour pénale internationale comme criminel de guerre. Mais dire c'est un porc à un juif quand même, malgré tout ça. Peut-être qu'on peut écouter Meyer Habib. Il était sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Est une honte pour l'Assemblée nationale. Alors lui, il se défend, on écoute sa version. Je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, puis après il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement, mais traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on du matin au soir, on traite de porc, etc., etc. Il l'a fait publiquement. Je porterai bien évidemment plainte contre lui. Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah, qu'il me porte plainte parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Vous condamnez quand même le terme de porc? Je condamne ce que dit Meyer Habib, oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous condamnez ce que dit votre collègue de la France Insoumise? Arrêtez, tout le monde sait très bien que dans l'expression de David Guiraud, il n'y a rien d'antisémite. Mais j'ai bien compris que quand Meyer Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit, y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite, parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça, parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Donc il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien d'antisémite dans le propos qui a été tenu par David Guiraud. Et encore une fois, si vous avez un problème sur le fait que ce champ lexical a été employé, il faut poser la question à Meyer Habib qui n'avait pas à venir interrompre David Guiraud comme il l'a fait. Maintenant, franchement, je ne vais pas passer ma soirée à commenter cet incident. Et je dis que les positions qui sont celles de Meyer Habib, elles auraient dû déclencher la polémique dans ce pays depuis bien longtemps. Parce que si moi j'avais dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait
les unes de vos plateaux pendant des semaines et des semaines. Et là, vous n'en avez pas parlé une seule fois. Donc je dis qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. On va parler... Regard, madame, et je l'assume et je vous le dis, les yeux dans les yeux. Manuel Bompard, on va parler du vrai sujet derrière, qui est la reconnaissance ou non de l'État de la Palestine. Je le rappelais, 3 pays européens aujourd'hui ont décidé de reconnaître l'État palestinien, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Quelle est la position de la France là-dessus? Je voulais qu'on écoute Emmanuel Macron. La question lui a été posée aujourd'hui, on écoute le président. Nous sommes prêts à travailler activement à une solution de paix. Elle est atteignable, avec une volonté politique. Elle passe par un chemin, celui du jour d'après, pour Gaza, plus largement pour un État palestinien, ce qui suppose beaucoup de réformes, des évolutions, un équilibre régional, des éléments de sécurité garantis pour Israël. Mais c'est cette réponse politique d'ensemble qui est aujourd'hui une nécessité. Cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Quelle est la position de la France, Ulysse Gosset? On a du mal à y voir clair. Alors d'abord, c'est bien de prendre un petit peu de dimension et de voir quel est l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est est-ce que l'Europe est prête à reconnaître la Palestine comme État? Il faut rappeler que la France, aux Nations Unies, le 10 mai dernier, comme 142 autres pays, donc au total 143, ça fait 146 aujourd'hui, a reconnu le droit aux Nations Unies d'avoir la Palestine comme État membre. Donc la France a fait un geste déjà très important. C'est un vote qui a été l'objet d'un veto de la part des États-Unis. Aujourd'hui, la France dit « nous sommes prêts à reconnaître l'État de Palestine ». C'est ce qu'a dit le président, il n'y a pas de tabou, je suis totalement prêt à reconnaître la Palestine. Mais est-ce le bon moment? Et il dit non, ce n'est pas le bon moment. C'est ce que dit également le chancelier allemand Scholz. Pourquoi ce n'est pas le bon moment? Parce qu'on est en pleine guerre, on est dans un contexte d'émotion et donc pas question de reconnaître l'État palestinien sous le coup de l'émotion. Ça fait sens, c'est-à-dire est-ce que effectivement c'est le moment ou pas? Alors on comprend bien que compte tenu des massacres qui sont commis à Gaza, compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre, un autre massacre qui a déclenché la guerre d'aujourd'hui, le moment diplomatique n'est pas forcément le bon. Mais surtout ce que dit la France, même si c'est difficile à comprendre parce que la France a été pionnière pour reconnaître un État palestinien. Jacques Chirac l'a voulu, François Hollande l'a voulu, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais en fait, la réalité, c'est que si on reconnaissait aujourd'hui la Palestine, on donnerait raison, d'une certaine manière, à ceux qui ont provoqué la guerre d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que la France ne le fait pas. La France qui dit que c'est pas le bon moment, mais alors comment expliquer que l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, eux disent, bah si, il faut reconnaître l'État palestinien tout de suite. Ça permettrait d'accélérer finalement l'existence d'un État palestinien. Ce n'est pas le point de vue de la France. La France dit, pour qu'il y ait un État palestinien, il faudrait qu'il y ait une résolution des Nations Unies autorisant la création d'un État palestinien. Et pour cela, il faut une résolution. 1967. Et donc, effectivement, il faudrait qu'il y ait un débat et un vote aux Nations Unies. Ce que fait la France aujourd'hui, c'est qu'elle a préparé une résolution dans ce sens, en essayant de faire que les États-Unis ne mettent pas leur veto à cette résolution. En fait, reconnaissance aujourd'hui, et après, que se passe-t-il? Pas grand-chose. Ça conforte finalement les extrêmes. Le Hamas, vous le savez, est contre la solution à 2 États. Netanyahou, vous le savez, est contre la solution à 2 États. Donc aujourd'hui, reconnaître l'État de Palestine, ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Par contre, une résolution aux Nations Unies qui ferait l'objet d'un vaste consensus et sans veto américain permettrait effectivement d'avancer et de jeter les bases d'une solution pour l'État de la Palestine. C'est ça en fait la position française. C'est pas le bon moment. C'est pas aujourd'hui en pleine guerre que l'on peut y arriver. C'est la position française d'aujourd'hui. Ulysse, vous vous souvenez très bien des accords d'Oslo, de la poignée de main Arafat, Yitzhak Rabin, devant le président Clinton à Washington dans la Maison Blanche. On y était presque. Et Yitzhak Rabin a été assassiné. Donc, et depuis, si je peux y venir, oui. Voilà, laissez-moi faire ma démonstration. Et Yitzhak Rabin est assassiné non pas un extrémiste palestinien, mais par un extrémiste juif, parce qu'à l'intérieur d'Israël, il y a une faction minoritaire qui ne veut pas. Et ils ont un système électoral qui est une aberration, on n'en parle jamais. Ce système électoral de la proportionnelle absolue fait que 3 partis
extrémistes juifs majoritaires peuvent bloquer une majorité et empêcher un consensus. Et ils sont dans le cabinet Netanyahou. Ils sont dans le cabinet Netanyahou. On en est là, c'est une réalité technique. Donc l'État palestinien, il était accepté par la communauté nationale, il y a eu les accords de Genève, il y a eu les accords d'Oslo, on y était presque et tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, ne pas considérer que justement le drame que nous vivons, la tragédie, le 7 octobre ouvre la porte à une décision internationale. C'est maintenant qu'il faut le créer. Il faut les mettre autour de la table. On ne cède à personne. On ne fait aucune concession. C'est maintenant dans cette tragédie la seule solution. 2 États, c'est la solution la seule. On a tout envisagé. 2 États qui cohabitent. L'État palestinien souverain. Dès maintenant. Avec Israël. Et après Alors un État palestinien souverain avec un contrôle international. Qu'est-ce qui se passe concrètement après? On dit, on reconnaît et après. Il ne se passe rien, malheureusement. Pourquoi il se passe rien? Donc la position française, c'est de dire il faudrait d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Ça, c'est la position française. Et c'est ce que tous les Européens veulent. Il faudrait l'obtenir et forcer Netanyahou. Sauf que ça voilà. D'accord. Ça mène à rien. Il y a encore un paramètre. S'il y avait une reconnaissance aujourd'hui, ça voudrait dire quasiment de façon automatique la fermeture du consulat de France à Jérusalem. Ça veut dire couper les liens avec les Palestiniens tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est pas une bonne solution. Mais non, c'est le gouvernement israélien qui le fait. C'est pas oui, donc vous voulez céder à sa pression. Non, mais qui vous menace de faire ça. Il faut être utile. Il faut être utile et efficace. Si vous croyez vraiment à l'existence de 2 États, il faut les préparer sérieusement. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il va falloir à terme 2 États. Oui. Le problème, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous rejoins sur le fait que ça fait très longtemps que des choses... je vous répondrai. Moi, ce qui me parle aussi, c'est qu'il y a des otages. Bien sûr. Et ça, pour le moment, on n'en a pas parlé là autour de la table, là maintenant, dans ce débat. Mais ça, c'est quand même un paramètre aussi essentiel. Reconnaître l'État de Palestine à ce moment-là, dans cet espace-temps-là, me paraît pas être la chose la plus Qu'est-ce que vous répondez à ça, et évidente, Manuel Bompard? D'abord, je réponds précisément sur la question des otages, monsieur, que la fois depuis le 7 octobre où on a réussi à obtenir la libération du plus grand nombre d'otages, c'est à quel moment? C'est au moment où il y a eu une trêve. Parce qu'au moment où il y a eu une trêve, il y a eu une négociation et il y a eu un échange entre des otages et des prisonniers palestiniens. C'est le moment où on a réussi à libérer le plus d'otages. Donc s'il y a un cessez-le-feu, ce que je souhaite et je demande qu'il soit immédiat, alors il y aura une négociation et dans cette négociation, il y aura une libération d'otages et j'espère qu'il y en a le plus nombreux qui sont encore vivants aujourd'hui et il y aura une libération de prisonniers politiques palestiniens. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, il est très simple. C'est qu'on dit tous qu'il faut un cessez-le-feu, mais il n'y a pas de cessez-le-feu. Et donc la question qui nous est posée, c'est quels sont les outils dont nous disposons en termes de rapport de force avec le gouvernement israélien pour le contraindre au cessez-le-feu. Et notamment les Américains. Quels sont les... Oui, mais nous aussi, on en dispose de leviers. Et vous croyez que la reconnaissance de l'État de Palestine pourrait amener le... Je vais vous répondre. Alors, on dispose de quel levier à aller vers un cessez-le-feu? C'est très simple, les leviers dont on dispose. Au contraire. On dispose d'un levier qui est d'infliger des sanctions économiques au gouvernement de M. Netanyahou. On l'a fait vis-à-vis du pouvoir russe après l'agression contre l'Ukraine. On peut tout à fait le faire vis-à-vis du gouvernement de M. Netanyahou. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël. On peut menacer de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ça aurait un impact immédiat et ça obligerait le gouvernement israélien à arrêter les hostilités et à arrêter les massacres. Troisièmement, oui, j'assume de dire que je pense qu'une décision aujourd'hui symbolique de reconnaissance de l'État de Palestine pèse en termes de rapport de force sur la communauté internationale pour lui dire il faut que ça s'arrête. Écoutez, il y a une majorité des États... Il y a eu un vote aux Nations Unies, ça n'a rien changé. Le 10 mai dernier, il y a eu 143 pays qui ont voté. Vous savez très bien qu'il y a eu un veto des États-Unis. Mais ça n'a rien changé. D'accord, moi je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière les vétos des autres. La France peut prendre un certain nombre de décisions. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous dites que ce n'est pas le bon moment. C'est quand le bon moment? C'est quand il n'y aura plus un seul Palestinien pour habiter l'État de Palestine qu'on aura reconnu? Parce que là, le problème, c'est pas de savoir si c'est le bon moment. Si le bon moment, c'est dans 2 semaines, dans un mois. Pas de reconnaissance, d'émotion du président. Mais c'est pas de l'émotion. La question, c'est du rapport de force. Le bon moment, c'est quand les 2 pays sont d'accord pour qu'il y ait 2 États. Mais s'il y a un seul État il y aura plus de peuples si ça continue comme ça. Mais n'exagérez pas. C'est pas vrai. Je n'exagère pas. Gaza n'est pas admissible. Mais ne dites pas qu'il n'y aura plus de peuples. Monsieur, c'est pas admissible. Il n'y a pas de génocide en cours. Si, c'est un génocide, bien évidemment. Mais non. Écoutez, 30 000 personnes sur 2,2 millions, c'est pas un génocide. Madame, c'est un génocide. 36 000 personnes selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Vous le direz aux rapporteurs spéciaux de l'ONU qui ont produit un rapport qui s'appelle Anatomie d'un génocide. Vous leur direz si vous voulez. Mais qui n'a pas été l'objet d'un vote
unanime. J'entends bien qu'il n'y a pas été l'objet et de la même manière, mais ils ont des arguments. La haine n'a pas accepté l'idée d'un génocide. Elle a dit qu'il fallait prévenir les risques d'un génocide. Elle a parlé au mois de janvier d'un risque plausible de génocide. Mais le procureur... Non, elle a parlé d'un risque plausible de génocide. Pas pour dire que ça n'existait pas, madame. Mais pas de génocide. C'était au mois de janvier. Et un mandat d'arrêt a été requis. Et un mandat d'arrêt a été requis par le procureur général de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. J'aimerais vous montrer une image. Oui. Ne dites pas la Cour ne s'est pas prononcée. La Cour internationale de justice, instance reconnue internationalement, vendredi, a demandé un cessez-le-feu. Donc ne dites pas qu'elle a rien dit. Ah oui, mais sur le mandat d'arrêt, non, mais le mandat d'arrêt, alors, une demande du procureur. Je voudrais qu'on regarde les images de ce soir, des images qui nous viennent de Paris, pas très loin, de la place de la République. Gros dispositif déployé pour cette nouvelle manifestation pro-palestinienne, donc dans les rues de Paris. Deuxième soir consécutif, des milliers de personnes rassemblées pour protester contre les bombardements israéliens sur Rafah. On a pu voir des drapeaux palestiniens avec des grandes banderoles réclamant l'arrêt du génocide. Ils étaient, selon nos informations, à peu près 2000 encore à 23h. Donc il y a une petite demi-heure. Manifestation sauvage, mais il n'y a pas eu de dégradation pour le moment. Un mot là-dessus, Manuel Bompard. D'abord, je vais vous dire, c'est la deuxième soirée de manifestation après celle d'hier soir. Que hier soir non plus, il n'y a pas eu de dégradation. Et je peux vous dire que les gens qui sont dans la rue, moi j'étais présent au rassemblement tout à l'heure, place de la République, ils ont envie de pouvoir exprimer leur indignation, leur émotion et de faire pression sur les autorités politiques. Vous les appelez à recommencer ? Oui, bien sûr. Moi, je souhaite qu'il y ait des mobilisations et qu'il y en ait des mobilisations jusqu'à ce que ça bouge. Mais qu'est-ce qu'il nous reste d'autre, madame, comme outil pour exprimer notre désapprobation, notre émotion, pour demander que ça se passe, que des choses se passent, que la France fasse quelque chose de concret, pas juste des tweets pour faire semblant, des choses de concret pour s'arrêter. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Donc il nous reste quoi ? Manifester dans la rue, et oui, je suis aux côtés des gens qui manifestent et qui expriment leur émotion, et brandir le drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce que, vous savez, si à la place de ce débat-là, on avait eu le débat à l'Assemblée sur la reconnaissance de l'État de Palestine comme on l'a proposé, puisqu'on a déposé une résolution sur ce sujet, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de brandir le drapeau palestinien, on aurait pu en débattre et puis il y aurait eu un vote à la fin. Ça aurait été mieux. Anne-Elisabeth Moutet, cet argument de dire voilà, on veut faire bouger les choses, le seul moyen qui nous reste, c'est ces manifestations sauvages, 2000 personnes, la manifestation qui est encore en cours aujourd'hui. Comment vous réagissez-vous à ces images ? Écoutez, le droit de manifestation existe. Vous les soutenez, ces mouvements ? Non, mais ça n'est pas une raison, parce que je ne suis pas d'accord, pour qu'on ne puisse pas manifester. Alors ça, vraiment, franchement, c'est la moindre des choses. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait de soutenir la cause palestinienne ? Je pense que les choses qu'on entend dans ces manifestations ne me vont pas du tout, non merci. Lesquelles, madame ? Les morts aux Juifs, c'est régulier dans ces manifestations. Il n'y a eu aucun mort aux Juifs. Vous n'étiez pas partout dans la manifestation. Madame, et il y avait eu ça dans Monsieur, une de la mer au Jourdain, à chaque fois qu'on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous interrompez. Mais je voudrais dire autre chose. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est faux, excusez-moi. De la mer au Jourdain, on l'a pas longtemps. Attendez, parce que d'abord, mais vous entendez quand même que vous êtes en train, excusez-moi, de jeter l'opprobre sur des jeunes gens qui manifestent en disant qu'ils disent mort aux Juifs dans une manifestation, alors qu'aucun journaliste n'est capable de dire dans une seule de ces manifestations. Écoutez, il y en a. Qu'il y a eu... Non, madame, ça a été publié. pas dire il y en a. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Madame, et vous reprenez à chaque fois toutes les choses sans laisser les gens parler. Oui, mais madame, si vous dites des choses aussi. Mais ça vous plaît pas, mais c'est très dommage, vous dites plein de choses auxquelles je ne crois pas. En tout cas, ce genre de commentaires, nous, sur cette manifestation en particulier, on n'a pas eu ce genre de retour pour l'instant. Sur cette manifestation hier, je le sais parce que j'avais des gens qui connaissaient des gens qui étaient dans le quartier et qui ont entendu ça. Et je fais confiance à ces gens et c'est tout. Donc, je connais des témoins. Maintenant, l'autre, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça de ça que je voulais parler. On a parlé de la reconnaissance d'un État de Palestine et je suis pour une solution à deux États. Pour le moment, il n'y a pas les conditions de la création d'un État palestinien, simplement parce que les deux régimes dans la Cisjordanie d'un côté et à Gaza de l'autre sont entièrement différents. À Gaza, il y a les restes de ce qui est le Hamas, qui a été extraordinairement détruit, mais qui n'a pas disparu. Et d'autre part, vous avez un État moribond avec un président à vie qui est Mahmoud Abbas depuis 30 ans, avec une énorme corruption. Et quand on a dit quand Emmanuel Macron dit qu'il faut des conditions pour réaliser les possibilités d'avoir un État qui puisse fonctionner, qui soit un État qui existe, ces conditions ne sont pas établies de chaque endroit pour des raisons différentes. Et finalement, et enfin, en ce qui concerne particulièrement Gaza, il y a tout de même des questions à poser sur les milliards qui ont été détournés par le Hamas, d'une part pour construire des 800 km de tunnels et d'autre part pour amasser des fortunes personnelles. Alors, tant qu'on n'a pas essayé d'examiner la gouvernance
de ce qui pourrait être un État palestinien que je souhaite absolument aux Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, c'est pas maintenant qu'on va donner, je dirais, les clés du camion à l'entité qui existe en ce moment. Donc pour vous, c'est trop tôt. Juste, j'aimerais qu'on réagisse encore à ces images de ce soir. Si ça s'installe, si vraiment les prochains soirs, ça se répète que des manifestations pro-palestiniennes aient lieu dans les rues de Paris, 2000 personnes selon nos informations ce soir, la manifestation toujours en cours. Le grand quelles seraient les conséquences que politiquement? Le conflit de Gaza soit importé en France. Il l'est déjà. Non, mais jusqu'à présent, il l'a été de façon très modérée. On a vu aujourd'hui le drapeau à l'Assemblée, donc clairement il y a un pas qui a été franchi. Mais s'il est importé dans la rue de cette manière-là, c'est extrêmement dangereux compte tenu des rapports des communautés qui existent en France. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc en fait, c'est très délicat comme situation. Et mettre de l'huile sur le feu, effectivement, ça risque de provoquer de nouvelles manifestations. On a vu qu'à Sciences Po, il y avait un risque majeur qui a été contenu. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut essayer de ne pas exporter depuis Gaza jusqu'à ici ce qui se passe et ce qui est évidemment très condamnable. Monsieur, je reprends cette analogie, quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a décidé, à juste titre, d'exprimer notre solidarité avec l'Ukraine. Mais là, c'est pas un État, le Hamas, c'est un mouvement terroriste. Vous pouvez pas comparer. Juste terminer une phrase, si c'est possible. C'est biaisé. Non, c'est vous qui êtes en train d'être biaisé. Ben non. Quand vous avez fait ça, et quand on a exprimé notre solidarité avec l'Ukraine, personne n'a dit, vous êtes en train d'importer sur le sol français le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré c'est pas la même chose. Vous savez très bien que les communautés sont différentes. Alors ça, c'est encore pire que la communauté juive en France est l'une des plus importantes au monde et que la communauté musulmane en France est l'une des plus importantes d'Europe. C'est encore pire ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Je dis simplement, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes en train d'essentialiser les gens. Monsieur, ce que vous êtes en train de faire se termine mal. Ce que vous êtes en train de faire est très grave parce que vous êtes en train d'essentialiser les gens et de considérer que la communauté juive française serait forcément solidaire des actions du gouvernement israélien, ce que je ne crois pas, et que la communauté musulmane serait forcément. Je vous dis qu'il y a un vrai risque. Non, monsieur. Monsieur, on proteste. Vous savez bien. Monsieur, on proteste contre ce qu'il se passe à Gaza parce qu'on a des principes d'humanité, parce qu'on n'accepte pas qu'on tue des civils, parce qu'on n'accepte pas des crimes de guerre, monsieur, des crimes de guerre qui sont définis en droit international, dans la Convention de Genève, peut-être des crimes contre l'humanité, et c'est la raison pour laquelle les gens se mobilisent. Ils se mobilisent pas pour prendre parti pour un camp ou pour un autre, ils se mobilisent au nom d'un principe d'humanité et de dire « je n'accepte pas, en notre nom à tous, de notre humanité à tous, ce qui se passe là-bas ». Et cette manière de dire « il faut surtout pas en parler, parce que si on en parle, on va importer le conflit ou je ne sais quoi », c'est une manière de surtout vous dire « taisez-vous, laissez les choses là-bas, on n'en parle pas ici ». Bah, je suis désolé, je suis pas d'accord. Un tout dernier mot là-dessus, Christophe Barbier. Lui-même en parle tous les jours. Je pense qu'on en parle. Il demande un cessez-le-feu. Un tout dernier mot. Cette guerre de Gaza. Et quel est le résultat ? Pour l'instant, rien, mais quel est le moyen de faire céder Netanyahou ? Quel est le meilleur moyen ? Je vous ai donné des exemples. Mais non, mais ça ne marche pas, vous savez bien. Un dernier mot de Christophe Barbier. Pour les Russes, pourquoi on le fait pas là ? Attendez, pourquoi ça marche pas ? Quel est l'argument que vous avez ? Pourquoi les sanctions financières, ça marche pas ? Vous croyez pas que si on arrête de livrer des armes, peut-être que ça marche pour arrêter que les gens soient tués avec ces armes ? Bien sûr que ça marche, il faut juste le faire. Le mot de la fin pour Christophe Barbier. Non, Ulysse Gosset, s'il vous plaît. Ulysse Gosset. Oui, donc en fait, c'est ça votre problème. C'est le 7 octobre. Mais vous justifiez ça. Allez, Christophe Barbier, vous allez y arriver, c'est à vous. Quel que soit le raisonnement et les motivations généreuses et ancrées qui sont les vôtres, reconnaître aujourd'hui l'État palestinien, ça aboutit à un résultat concret. Le Hamas peut dire à ses troupes, on a fait le 7 octobre et on a bien fait puisqu'on est renforcé, on nous reconnaît. Et si pas le Hamas qui dirige l'État palestinien. Et si c'est le Hamas aujourd'hui qui domine. Et non, parce que l'État justement là-bas n'existe pas. Mais c'est pas vrai, monsieur. Vous renforcez le Hamas, vous ne renforcez pas un autre pouvoir politique. Pas l'État palestinien. Vous dites n'importe quoi. Vous ne renforcez pas l'autorité palestinienne. De fuite en avant. Non mais vous êtes à Gaza, n'importe quoi. Si personne ne sait. L'autorité palestinienne, elle est dirigée par le Fatah aujourd'hui. Bien sûr, mais elle n'a aucune existence concrète et aucun poids. Mais beaucoup plus que celle du Hamas. Mais la vérité, c'est que ceux qui veulent pas reconnaître l'État palestinien font le jeu du Hamas. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même. Tout à l'heure, il y a une contradiction dans ce que vous avez dit. La solution à deux États. Eh oui, monsieur Netanyahou aussi. Donc si vous reconnaissez l'État palestinien, vous prenez une décision qui déplaît au Hamas et qui déplaît à monsieur Netanyahou. Une fuite en avant. Ne dites pas que vous leur faites un cadeau, c'est pas vrai. Une fuite en avant à Gaza, dit Ulysse Gosset, avec, on le rappelle, ce camp de déplacés qui a été touché et des bombardements à Rafah qui se poursuivent. Israélienne qui ne tient absolument aucun compte des crimes de critiques qui sont formulés aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. C'est des crimes de guerre, vous êtes Merci beaucoup. Quand on frappe des civils de manière... Je dis fuite en avant et c'est évidemment extrêmement préoccupant. Non mais est-ce que ça s'appelle des crimes de guerre en droit international ? L'enquête le dira.
C'est pour cela qu'il y a une cour Monsieur, internationale quand on de bombarde justice. des civils, ça s'appelle des crimes de guerre. Mais il faut si on les bombarde délibérément, mais là ils disent que c'est un acte bizarre. C'est bizarre sur l'action de Vladimir Poutine en Ukraine. Le procureur de la, je rappelle, le procureur de la Cour pénale internationale parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Exactement. Merci beaucoup.